Bonjour et bienvenue dans Retour de séance. Bonjour Jérémy, Bonjour Clément, comment ça va? impeccable et toi? Bien bien. Aujourd'hui nous allons vous parler de Beau is Afraid de Ari Aster, un film conseillé par Jérémy d'ailleurs. Oui, c'est chacun notre tour un petit peu. Tu m'as conseillé Super Mario, je te conseille Boys Afraid, on a peur de rien. Donnant. Un petit écart quand même entre les deux. Ouais, ouais. Je te souhaite bonne chance pour le pitch, quand même. Ça va être beaucoup plus dur que Super Mario, j'espère que tu t'es entraîné là. Il y a un peu plus de trucs à dire. Alors je vais te laisser faire un petit pitch du film assez court et après je te propose qu'on découpe le film par lieu. Parce que bon, le film est une sorte de quête. Bah, c'est comme ça qu'il est construit. Le film est construit comme ça, on suit un personnage qui va dans différents endroits, donc j'ai découpé le film par endroit, je trouvais ça plus simple, en plus on change de cast à chaque endroit, c'est pas des courts-métrages, mais c'est quand même bien séparé, Oui, c'est presque des petits courts-métrages. Donc je te laisse faire un pitch très général du film. Alors juste avant de commencer, on l'a dit sur d'autres films, là je le dis aussi, si vous vraiment vous voulez voir le film, regardez-le avant de l'écouter ce qu'on va vous dire. Je pense que c'est bien de le caler maintenant, parce que le film est plein de surprises, on va dire ça comme ça. Oui, alors après, est-ce qu'on risque vraiment de spoiler des trucs? C'est plus un film qui se ressent qu'un film qui... Moi j'aurais pas aimé, enfin il y a des éléments que j'étais au courant avant de voir le film, dont un on en parlera après. Je pense que c'est un film où je pense qu'il s'apprécie vraiment quand la surprise est pleine. Ok. Parce que moi c'est vraiment un film que je m'attendais pas à ça. Je m'en suis pris plein ma gueule. Je me doute. Et non, je pense que là, si vraiment vous voulez voir le film, regardez-le avant. Si vous voulez pas voir le film, écoutez le podcast, y a pas de souci. Ou après, si vous dites que je m'en fiche et je l'écoute quand même, y a pas de problème. Mais je pense qu'il y a quand même un bénéfice à avoir la surprise dans ce film. Bon, alors après, c'est souvent vrai. C'est souvent vrai. Mais il y a des films où on va dire, si on sait juste un twist à la fin, ça change pas l'histoire du film. Voilà. Petit aparté. Beau is Afraid est l'histoire de Beau, comme le titre le précise. On suit donc Joaquin Phoenix, qui joue Beau. Un homme assez perturbé, on va dire. On le comprend dès le début. En fait, le film s'ouvre sur une séance de psychanalyse, on va dire. Oui, et puis il est paranoïaque. Il est paranoïaque, voilà. Donc Beau a pour objectif d'aller rejoindre sa mère pour l'anniversaire du décès de son père. Le film commence comme ça. C'est ça, c'est la quête du film. C'est la quête du film, voilà. La quête de Beau qui doit rejoindre sa mère. Son parcours va être semé d'embûches. C'est le moins qu'on puisse dire. Et on peut pas vraiment aller plus loin que ça sur le pitch parce que c'est clairement, on suit cette mission d'aller chez sa mère. On suit vraiment l'épopée de Beau qui lutte contre ses démons. Ses démons, son destin, je ne sais pas comment dire. C'est difficile à dire, mais voilà, on va pas aller plus loin, je pense, pour le pitch. Avant de commencer, on peut parler de nos expériences et notre contact, on va dire, à Ari Aster et ce genre de film. Donc je te laisse commencer. C'est ton film, tu commences. Oui, voilà. Alors c'est moi qui t'ai proposé ce film. Je suis hyper fan d'Ari Aster. Alors, je suis hyper fan de films d'horreur en général. D'ailleurs, c'est toi qui m'avais conseillé de regarder les films d'Ari Aster parce que tu connaissais de réputation et j'en avais pas entendu parler, c'était il y a quelques années déjà. Donc oui, gros fan de ce type de film. Alors ce que j'aime dans l'horreur, c'est surtout la photo. J'aime l'esthétique des films d'horreur et là avec Ari Aster forcément je suis servi et d'ailleurs tu me l'avais très bien vendu. Il a fait 2 films avant celui-ci, Hereditary et Midsommar. J'ai adoré les deux. Hereditary est un film d'horreur plus classique, mais avec les codes Ari Aster quand même, on commence à comprendre son cinéma et ce qu'il veut faire. Midsommar est plus assumé, il s'éloigne un tout petit peu plus du film d'horreur pour se rapprocher du film de Ari Aster. Et Beau is Afraid est encore plus assumé pour encore plus s'éloigner du film d'horreur et on peut pas faire plus Ari Aster que Beau is Afraid. Pour ceux qui connaissent pas trop, ça peut être aussi un petit peu... ça fait penser au cinéma de Cronenberg. Toujours essayer de prouver l'indéfendable. J'ai toujours qualifié ces cinémas comme ça, j'adore ça. J'adore ces choses un peu malsaines et dérangeantes. En termes de cinéma français, si on peut se rapprocher de quelque chose, ça serait peut-être Julia Decormo. Je pense que tu as dû y penser. Connu pour Titane. Voilà, et avec Grave aussi, qui est vraiment... Grave est vraiment dans la même veine que les films d'Ari Aster, on va dire, à mon goût en tout cas.
C'est vraiment le cinéma que j'aime, c'est ce que je pourrais regarder tout le temps. J'adore ce truc-là. Donc ouais, ça me paraissait intéressant de te faire découvrir ce type de cinéma. J'avais hâte qu'on tourne cet épisode parce que j'avais vraiment envie de regarder Boy is Afraid. Donc voilà, donc je vais te laisser donner tes expériences toi de ton côté avec ce type de cinéma. Je sais que c'est pas ton truc, mais bon, ça fait l'occasion En justement. effet. Et bah moi, c'est tout l'inverse. Voilà. Merci. De rien. Non, voilà. Alors les films d'horreur, moi, c'est vraiment, c'est pas ma cam. Enfin, clairement, j'aime pas avoir peur au cinéma. C'est pas un truc que j'apprécie énormément. Notamment tout ce qui est jumpscare, musique trop forte. Le fait d'aller voir un film d'horreur au cinéma. Je crois que la plus grosse expérience que j'ai eue, c'était Prometheus. Et encore, c'est pas un film qui fait peur, on va dire ça comme ça. Mais c'est un film où moi je m'étais chié dessus, Ah clairement. Ah ouais, non, le cinéma d'horreur, quand je regarde, parce que j'en ai vu 2-3, voilà, j'ai vu, je pense à. Bah, en plus, c'est même pas vraiment des films d'horreur. Alien, par exemple, c'est pas. Ça reste un film d'horreur, on va dire. Ouais, c'est quand même de la SF. Oui, je suis tombé dessus parce que c'était de la SF, hein, clairement, on va pas se mentir. C'est pareil, j'ai vu, je pense à The Thing de John Carpenter. Carpenter. Pareil, ça, c'est des films que j'ai vus. Je les ai appréciés parce que j'étais chez moi, en fait. Voilà, j'ai le contrôle sur le volume, j'ai le contrôle sur le truc. C'est pas le réalisateur qui est en train de me crier dans les oreilles en disant ah, t'as peur. Parce que ça, c'est vraiment un truc que je suis pas hyper fan. Ah, mais je comprends, il y en a beaucoup qui donc ne le sont pas. Les films d'horreur en soi, j'en ai vu, pas beaucoup. Et puis le problème, c'est que c'est vraiment péjoratif, mais des fois, j'y colle vraiment une étiquette de film un peu série B. Parce que le problème, c'est que la majorité des films d'horreur qui sortent. Ah, mais tu as complètement raison. C'est pas hyper quali. Ah mais non, franchement, je pense à la série Saw qui sort un nouveau épisode. Ouais. Je me dis, Saw, j'ai vu le premier, je me suis dit c'est génial, et après je l'ai vu lentement glisser vers un truc nanardesque. Il y a beaucoup de vérité dans ce que tu viens de dire, même le cinéma d'horreur, même quand on est fan, je pense qu'on est tous conscients que c'est quand même un style où on a beaucoup de films nazes. Enfin, oui, non, mais et on n'a pas beaucoup ça. de choses à se mettre sous la dent, c'est sûr, et c'est rare de tomber sur un truc. Mais Hereditary en fait partie des films récents où alors moi j'ai ressenti qu'il y avait encore de l'espoir quoi. Quand j'ai regardé, j'étais vraiment satisfait quoi. Oui, j'imagine. Donc ouais, voilà, les films d'horreur, c'est pas trop ma cam, on va dire ça comme ça. Et Ari Aster, bah du coup, dans ce level-là, j'en ai vu aucun. Forcément. Voilà, Boys of Fred, c'est le premier. Et typiquement, Boys of Fred, quand j'ai vu que le film était sorti avec l'affiche, parce que bon, comme tu l'as dit, Midsommar, c'est moi qui te l'ai conseillé. C'était vraiment par Midsommar que je l'avais conseillé à Ari Aster, parce que je savais que... Enfin, l'aura qu'il avait, c'était esthétiquement, c'était comme une claque. C'est fou. Ça avait l'air fou. Mais les extraits, ça me donne vraiment envie de le voir. Ce qui me freine, c'est que c'est un film d'horreur, clairement. Et quand j'ai vu Boys of Fred, l'affiche avec Joaquin Phoenix, je me suis dit, wow, ça a l'air trop génial, c'est un film barré. Et après, j'ai vu Ari Aster, j'ai dit, oh bah non, dommage. La peur, même pas peur du film, peur du mec. Ah, mais clairement, je le dirai plus tard, j'ai lancé le film. Dès l'ouverture du film, je me suis dit, il va se passer quelque chose. Il y a un mec qui va sortir, ah bah ça va être dégueulasse. Du coup, j'étais un peu sur la retenue au début, et plus le film allait, plus je me détendais, mais... Il faut un temps d'adaptation sur ce genre de film. C'est à chaque fois. Mais voilà, moi je suis vraiment arrivé avec ce film avec l'étiquette c'est un film d'horreur. J'ai essayé de chercher sur internet, savoir si ça faisait vraiment peur. Personne ne recense ça d'ailleurs, ça pourrait être intéressant. Un niveau sur 10 de peur. C'est vrai. Une échelle. Mais voilà, ouais. Mon contact est très limité à ce genre de film, et Ari Aster encore plus. Ok, bah ça fait l'occasion en tout cas. Alors mais c'est une belle découverte. Alors par rapport au casting, le film a beaucoup d'acteurs, mais cependant, on suit Joaquin Phoenix, c'est lui qui occupe 100% du film. 100% du film, il est toujours là, il n'y a pas de scène sans lui. De toute façon, c'est le personnage qu'on suit, donc le film est construit de cette manière. Donc comme je le disais, on a Joaquin Phoenix qui joue Beau, on a Patti LuPone qui joue la mère de Beau, donc le personnage c'est Mona. On a aussi Amy Ryan qui joue Grace, dans un passage du film. Ouais. Il a toujours eu des castes de fous, hein. Je pourrais faire une petite parenthèse, mais en 3 films, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Déjà, arriver à caster Joaquin Phoenix... Au bout de son 3e film. Voilà, c'est une belle perf, quoi. Enfin, c'est un truc de malade, mais déjà il passe Midsommar... après Joker, par exemple, où tout le monde a dit « Oh, c'est Joaquin Phoenix !» Oui, et puis, alors, je reviens sur Midsommar, mais Florence Pugh, qui a eu une aura de malade par rapport à ce film, qui, même elle, a dit qu'elle avait eu du mal à sortir de cette image, ouais. Tellement le film a marché, et tellement son visage est associé au film. Bon... Après, sa tête est en affiche du film, en énorme, ça aide pas. Mais et oui. puis elle est excellente là-dedans en plus. Et pour en revenir au casting, on a quand même un Français. Dans ce film, on a Denis Ménochet, qui joue un rôle très secondaire, mais comme c'est à noter.
Un acteur que je m'attendais pas du tout à voir là-dedans. D'ailleurs, quand j'ai vu le film, je l'ai pas reconnu. Moi non plus. Je l'ai vu à la fin. J'ai dit, oh, c'est lui. En fait, Ari Aster est fan d'un film français, je ne saurais pas redire le nom. Il l'avait vu dedans et il joue un personnage violent. Et forcément, Ari Aster a dû avoir les yeux qui pétillaient. Et il s'est dit, ce mec fait super peur, il a l'air hyper violent, je le veux absolument dans un de mes films. Ça s'est passé comme ça. C'est génial. Alors je te propose qu'on attaque par l'espèce d'intro du film qui se passe chez le psy. Alors juste avant, on a quand même un truc sympa, c'est là que t'as dû prendre peur, je pense, c'est la naissance de Beau. En fait. Il y a une scène absolument ouf, donc le film commence sur la naissance de Beau, mais par la naissance, c'est-à-dire comme si on était à sa place. Du point de vue du point bébé. de vue du bébé dans le ventre. Et c'est fait d'une manière... C'est assez dingue parce que ça pourrait être casse-gueule où on sait pas où on est, qu'est-ce qui se passe, et en fait on comprend absolument tout. Eh ben, alors, au tout début, on se demande ce qui se passe. Parce qu'il y a pas de lumière, il y a juste un peu de bruit. Et quand on se dit, oh non, enfin moi, clairement, j'ai vu cette scène, quand je l'ai vu, j'ai dit, oula. Moi je me suis dit, ah c'est trop cool. J'ai vu ça, j'ai dit, oula, dans quoi on s'emmène là? Comme j'ai dit tout à l'heure, je l'ai vu le film avec l'étiquette film d'horreur qui était affichée en gros sur la téloche. J'ai vu ça, j'ai dit oh lolo. Bon, pourquoi pas, hein. Mais c'est vrai que la scène est très bien faite. C'est une très bonne intro. On sait déjà, de toute façon, en ayant vu l'affiche ou 2-3 images du film, qu'on va voir quelqu'un qui est un peu névrosé ou même qui a des troubles psychologiques quand même. Et que ça va être centré que sur une personne, donc on voit sa naissance, bah ça paraît logique. Voilà, et j'ai trouvé ça, moi c'était vraiment par rapport aux troubles psychologiques, enfin au psychique on va dire, je sais pas quel mot dire, de commencer comme ça, de voir bébé qui naît avec... Vous l'avez fait tomber, il s'est tapé la tête, il respire pas. Oui, j'avais oublié ça. Je me suis dit, ah ouais, c'est comme intro pour expliquer quelque chose sans le dire. C'était assez bien ficelé. Avec le nom du film qui arrive juste derrière, c'est marrant, ça, petite parenthèse, mais tous ces genres de films ont la même intro, avec le nom en grand, je sais pas si tu te rappelles pour Titan, ou même pour... Même sur Jadek Cronenberg, des fois, il y a le nom du film en gros, avec plus un seul bruit. Cette espèce d'ambiance de merde qu'on aime, enfin que j'aime, mais qui est mis dès le départ. Quoi. Oui, mais ça consiste en plus à la mythologie du film d'horreur quand même, c'est le gros titre. C'est ça. Donc s'ensuit une intro chez le psy, on retrouve Beau qui est adulte, et qui parle de ses troubles. Le psy lui prescrit des nouveaux médicaments. Si je dis pas de bêtises, on voit Beau parler de sa mère et de la relation qu'il a avec elle. Il lui parle de sa relation avec sa mère, donc on sent déjà que ça le perturbe. En plus, à ce moment-là, son téléphone sonne avec sa mère qui l'appelle. Le psy lui pose la question de « Est-ce que vous avez envie de la tuer ?» Ce qui perturbe énormément Beau. On voit clairement que ça l'arrête. Il tique, ouais. Donc à partir de ce moment-là, on va passer à la deuxième partie qui se passe dans l'appartement de Beau. Donc on suit juste le passage de chez le psy à son appartement, scène absolument démentielle où tout Ari Aster est dans cette scène. Quelqu'un qui ne connaît pas ou qui n'a pas envie, qui a trop peur de regarder un truc d'Ari Aster, peut regarder cette scène et comprendre tout le délire de ce mec-là. Ouais, elle est vraiment très bien faite. Et puis, franchement, en plus, ce qui est bien, c'est qu'elle est pas superflue. Elle est très tape à l'œil. C'est extrêmement bien fait. C'est chorégraphié. La petite musique qu'il y a derrière, elle est géniale. Ce qui est bien, c'est que c'est pas juste du tape à l'œil pour dire, vous avez vu, j'ai fait mon style. Point barre. Non, ça explique quelque chose quand même. On comprend que... Enfin, au début, on se dit dans quel monde ça se passe, parce que bon, il y a quand même des choses extrêmement bizarres. On voit un enfant jouer avec un fusil automatique derrière, un autre qui se fait engueuler par sa mère violemment, quelqu'un qui tente de se suicider, apparemment, les gens sont en train de le filmer avec un téléphone. C'est une ambiance un peu post-apocalyptique, cyberpunk, il y a un peu tout. Clairement, le monde part en couille. Ouais. On n'est pas un monde qui est dévasté, on n'est pas dans un monde normal, on est dans un monde qui va sur un truc n'importe quoi. Et ce qui est génial, c'est que ça sert vraiment trop le propos. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit... Au début, je comprenais... Enfin, j'ai pas compris au début. Je me suis dit, dans quel monde ça se passe? Et en fait, plus ça va dans ce monde, plus il est décrit... Clairement, quand Beau arrive devant son appart, on voit qu'il y a un cadavre au milieu de la route, les gens sont en train de s'entretuer, il y a de la violence de partout... Et en fait, on comprend que... Enfin, moi, j'ai compris comme ça que c'est l'univers de Beau, en fait. Oui, ça pose le contexte, son contexte et ses peurs sont claires dès le départ. Il a peur de tout, en fait. C'est dans le titre, hein, mais... Bah oui. Mais on voit ses angoisses, en fait. On voit ses peurs qui sont... Dès la scène d'intro, on comprend comment lui perçoit le monde. Cette scène d'intro est aussi utile pour le récit dans le sens où il achète la petite vierge, je sais pas si on peut dire ça, c'est une statuette. Une petite statuette qu'on va suivre un peu tout le long du film. Et donc il y a beaucoup de films où on aime bien incorporer un objet, où on suit un objet. Scénaristiquement, ça marche beaucoup, ça. Et il y a ça dans Beau is Afraid.
Je te propose qu'on fasse un pitch de ce passage dans son appartement. Tout à fait. Beau arrive dans son appartement, il doit prendre l'avion le lendemain, il se réveille trop tard pour aller prendre l'avion, et là, une suite de catastrophes s'ensuit. Il se fait voler ses clés, il n'a pas d'eau pour prendre ses cachets, les gens rentrent chez lui, saccagent son appartement, et là, le twist arrive, il téléphone à sa mère pour lui expliquer qu'il ne sera pas là, qu'il a eu des problèmes, et il tombe sur Le livreur UPS. le livreur UPS qui lui explique qu'il a pris le téléphone parce qu'il y a un cadavre devant lui, un cadavre qui n'a plus sa tête, parce que le lustre lui est tombé dessus. Et parce qu'Ari Aster adore les personnages décapités. Faut le dire quand même aussi. Il y en a qui aiment les chatons, et Oui. il aime les personnages décapités. Chacun sa passion. Et ensuite, une scène où Beau a complètement perdu les pédales, où il ne bouge plus. Il décide de prendre un bain. Et là, il y a une scène d'anthologie aussi, où il va péter les plombs, se mettre à courir dehors tout nu. Et fin de cette partie. Il court vers un policier pour chercher de l'aide et il se fait renverser par un food truck. Donc ça, c'est la première partie. Si vous êtes encore là, avec tout ce qu'on vient de dire... Oui, on l'a pas dit dès le début, le film est vraiment... c'est le bordel quand même, il se passe des choses de fou, hein, voilà. Ce style de film, c'est toujours ça. C'est une succession de scènes improbables et ce qui se passe dans la tête du réalisateur, plus c'est fou, plus ils y vont, des fois sans justification, mais c'est un peu le charme de ce style-là, quoi. Puis là, clairement, on est là-dedans, c'est ce qu'il voulait faire, quoi. Ah bah oui, puis il faut en avoir vu un pour comprendre ce que c'est, en fait, d'avoir zéro limite et de faire ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a envie de nous faire quelque chose de dérangé. Qu'as-tu pensé de cette première partie ? Alors, cette première partie, du coup, vu qu'on est au tout début du film, moi, j'avais cette peur de sursauter, quoi. Clairement, je me suis dit, il va se passer des choses horribles. Et bon, en plus, l'ambiance est crado. Faut dire ce qui est. Là, voilà. on peut pas faire bien. Il arrive dans son appart, on entend des gens qui crient de partout. Et je me souviens toujours de la scène où, bah, du coup, il va dans le lit et il reçoit une lettre sous le truc et qui regarde par le judas de la porte. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui va passer, il va bout. Oui. J'ai eu peur d'avoir peur, c'est ridicule, mais voilà. Non, mais je comprends, puis qu'on n'est pas habitué à ce type de film, forcément, on s'attend à ce que ça saute dans tous les sens, et il n'y a pas de jumpscare finalement dans ce film-là. Non, il y en a. Alors, il y en a un peut-être petit à la fin, mais c'est pas vraiment un jumpscare. Bon, on en reparlera. Ouais. Donc, oui, alors, cette scène, j'ai adoré, clairement, parce que je me suis dit, en fait, le film est assez clair. Il se passe n'importe quoi dans ce film, mais il est quand même assez clair sur pourquoi il se passe n'importe quoi. Et. Clairement, je trouve qu'il n'y a pas de meilleure intro à un film sur un mec qui a des troubles psy, et là, on voit vraiment son monde, quoi. Il va dans son appart, il entend les gens se faire tuer dans la rue, sa gueule et tout, il croise une sorte d'agent technique qui le regarde même pas, t'as l'impression qu'il a envie de le tuer. Il a vraiment peur, quoi. C'est vraiment... Tout se passe mal. C'est l'angoisse. On a l'impression d'être dans sa tête et de vivre ses peurs. Il y a un énorme côté stigmatisation aussi dans ce film où il est vraiment victime et ça peut être dur à regarder. Mais pour certains qui ont un peu une sensibilité, je pense que ça peut être compliqué de le voir autant souffrir. Mais ça, oui, clairement. Et puis, le film est fait qu'on ressent ses angoisses, quoi. Il y a une scène où il est au téléphone avec sa mère qui dit je sais pas quoi faire, et on voit qu'il est paniqué parce qu'il dit je pourrais pas prendre l'avion, et sa mère lui dit bah fais au mieux. Et là on voit que ça le dévaste. Il y a de la culpabilité. Et cette culpabilité, je trouve qu'elle se transmet vachement au spectateur. Là, c'est tout le film réside là-dessus. C'est un truc de... Ouais, c'est très bien fait. Ouais. Moi, sur cette intro, c'est peut-être la partie que j'ai préférée du film, la partie dans son appartement avec la rue. Il y a une scène absolument d'anthologie que j'ai re-regardée juste après avoir vu le film, tellement je l'ai trouvée dingue. C'est celle où il cherche de l'eau. Alors, on peut en parler vite fait. Il a des médicaments à prendre. Absolument, avec de l'eau. Obligatoirement avec de l'eau, bien entendu, on est dans un film d'Ari Aster, donc il y a une panne d'eau dans son appartement, il peut pas prendre son médicament avec un verre. Donc il décide de finalement traverser cette rue absolument dangereuse et incroyable pour aller à l'épicerie d'en face chercher une bouteille d'eau. Je sais pas si t'as fait gaffe à cette scène où il traverse la rue et on se retrouve dans le magasin en une seule prise. Elle est magnifique. C'est un truc de malade. Avec musique de film d'angoisse. Je pas de meilleur mot. Elle est magnifique. Alors, l'ambiance musicale, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est une folie. On est tellement avec lui quand il traverse cette rue, il court, il passe au-dessus des... Je sais même pas, c'est des cadavres. Des cadavres qui n'ont pas été ramassés. C'est de la folie. Tout se passe mal. Il arrive pour payer sa bouteille d'eau, il a pas assez d'argent. Puis il se retourne et il voit les gens rentrer dans son appart parce qu'il a du coup dû laisser la porte ouverte parce qu'il avait perdu ses clés. Donc les gens se ruent dans son appart et pètent même la
porte d'entrée, passe à travers la porte d'entrée pour aller squatter son appart. C'est dingue. C'est génial. Trop adoré. Ça m'a fait penser un peu à des films de zombies qu'on aurait pu voir. Oui, un petit peu les codes de zombies, ouais. C'est vraiment cette scène où on doit éviter les dangers pour traverser. C'était vraiment. Mais ça marche. Puis c'est hyper bien rythmé en fait. C'est ça qui est génial. C'est un maître en la matière pour ce genre d'ambiance qui pue. C'est un maître. Il y a un truc qui m'a. Enfin, ça m'a surpris la manière dont c'était fait et j'ai trouvé ça très très cool. C'est la petite ellipse quand il est au téléphone. Qu'il apprend du coup que sa mère est décédée. Il appelle sa mère, tombe sur le livre UPS, qui lui dit écoutez, je suis devant un cadavre, je ne sais pas qui c'est, est-ce que vous avez le nom de cette personne? On comprend pas trop ce qui se passe et tout, et comme il lui dit vous avez peut-être fait un faux numéro, rappelez-moi. Donc il le rappelle, et il comprend que c'est bien sa mère qui est décédée. Et là Joaquin Phoenix lâche le téléphone, ne bouge plus, et là on voit juste l'éclairage qui bouge. Et j'ai trouvé ça, cette ellipse, hyper bien faite. Alors, il y en a plein dans le film. Oui, il aime bien jouer avec ça, ouais. Qui sont excellentes, en fait. Mais moi, j'avais jamais vu de film d'Ari Aster, et j'ai trouvé ça vraiment très bien foutu. Ouais, vraiment, c'est art de raconter ces ellipses sans coupure. Ou s'il y a une coupure, du moins, on reste vraiment dans la même position. Il y a juste 2-3 trucs qui changent. Je trouvais ça très intelligent. Et puis, comme tu l'as dit dans cette scène, c'est vraiment pas con d'avoir demandé au protagoniste de rappeler pour être sûr. C'est des trucs qu'on peut penser en vrai, mais qu'on voit pas dans des films parce qu'on prend pas le temps de le faire. Non, et puis dans un film, on part du principe que oui, c'est ça, voilà. Et dans des films un peu, on peut dire, expérimentaux, comme ça, on se permet les choses qu'on ne fera jamais dans un blockbuster, qu'on ne fera jamais dans une série conventionnelle aujourd'hui. Prendre le temps de voir le protagoniste raccrocher, rappeler, pour être sûr qu'il a fait le bon numéro. On est ailleurs, là. Ouais, j'adore. C'est tellement l'occasion de le voir, ce genre de choses. Et s'ensuit juste après une scène du coup un peu plus horreur où il va prendre un bain et il trouve un intrus qui se cache sur le plafond. Qui est accroché au plafond. Il y a une scène un petit peu similaire à la fin d'Hereditary. Voilà, là t'as dû un peu prendre peur. Ah là oui. Là, clairement la scène en plus s'ouvre sur une scène j'allais dire typique des films d'horreur où en gros Beau est dans son bain et des gouttes lui tombent sur la tronche sans voir ce qu'il y a, c'est vraiment hors champ. Et donc on voit qu'il lève les yeux et qu'il voit ce monsieur qui est en train de suer à l'effort de s'accrocher au plafond. Et on voit venir ce qui va se passer, mais c'est vraiment c'est une scène d'horreur quoi. Il maîtrise ses classiques, c'est clair. Et du coup ce qui fait clairement cet intrus lui tombe dessus, c'est une scène de bagarre dans une baignoire un peu folle. Et à ce moment-là Beau fuit voilà, nu dans la rue, mais avec sa petite statuette. Toujours. Parce que cette statuette, il voulait pour sa mère, du coup il se barre avec. Va voir un policier qui lui dit tout de suite de lâcher son arme. Le met en joue et lui dit de lâcher son arme, et c'est à ce moment-là que du coup Beau se fait renverser par ce food truck. Fin de la première partie. Voilà. Donc on va passer à la deuxième, on a donné nos avis sur cette première partie. Deuxième partie qui se passe, donc Beau se réveille dans une maison chez un couple. Alors il se réveille dans une chambre de petite fille. On sait pas trop où on est, lui non plus. Il est réveillé par la propriétaire des lieux qui lui explique que c'est elle qui l'a renversé, qui était au volant du food truck, et qui l'ont recueilli pour le soigner. On apprend que le propriétaire est chirurgien. Oui, c'est ça. On apprend aussi que du coup, en s'étant fait renverser, il s'est fait aussi agresser par un homme au couteau. Qui était une menace dès le départ. Qui était une menace dans la première partie, ouais. Qui était affiché à la télé. Donc il est recueilli, bien évidemment, on sent qu'il y a un problème dans cette famille. Il y a rien, rien ne va bien se passer. On est chez Ari Aster. Il fait la connaissance de ce couple qui explique qu'ils ont perdu un fils qui était Marines. Qui était à la guerre. Qui était à la guerre et qui est mort jeune. Il y a tout un mémorial pour lui à côté de la salle à manger. C'est toujours très dans le malsain et dans le ambiance de merde. Ils ont une fille également, Tony, qui est adolescente, en pleine crise d'adolescence et qui va pas faciliter la vie de Beau. On le comprend dès le départ qu'il est pas bienvenu. Et ils ont un autre personnage, un vétéran de l'armée qui était un ami de leur fils, qu'ils ont recueilli, qui s'appelle Jeeves et qui est pas là pour rigoler. D'ailleurs, qui est joué par Denis Ménochet. Tout à fait. À son réveil, Beau arrive avec un téléphone à appeler
un docteur, il l'appelle docteur. Oui, Ce qui- Dr. Cohen, c'est ça. Et que ce personnage lui dit je suis pas docteur, je suis juste avocat. Donc ce personnage lui explique que sa mère étant morte et que Beau étant un fils indigne, on ne peut pas enterrer sa mère. Et comme le martèle ce monsieur Cohen, c'est qu'il faut enterrer une personne tout de suite après sa mort, sinon elle ne pourra jamais trouver le repos. Et C'est une tradition juive aussi, s'expliquer ça un petit peu. ça c'est vraiment la chose qui va travailler Beau tout le long de de ce passage du film, c'est que il doit aller enterrer sa mère tout de suite. Il doit y être et s'il y est pas, c'est de sa faute. Sa mère trouve pas le repos, c'est de sa faute. Il culpabilise il pour ça et on est toujours dans énormément. le but de faire culpabiliser le protagoniste. Alors dans cette maison, il se passe pas mal de choses. Grace, la propriétaire des lieux, donc l'avertit. Alors lui laisse un petit message en lui disant ne culpabilise pas. Voilà, bon, ça fait partie des petits messages à la du film. Des fois, on obtient des informations on en fait ce qu'on en veut. C'est aussi Oui, ça c'est le principe de ces films-là. On en reviendra peut-être à la conclusion. À la conclusion. Alors, il y a une scène vraiment cool dans ce passage chez l'habitant où Beau se rend compte qu'il est filmé. Beau a accès à la télécommande, donc qui peut faire des avances rapides et des retours arrière. Comme s'il contrôlait un enregistrement. Et chose assez étonnante, il comprend, en appuyant sur avance rapide, qu'il peut aller dans le futur sur cette vidéo. Et il voit des choses qui ne sont pas encore arrivées, ouais. Cette idée, elle est cool. Et je trouve ça... Alors, extrêmement dérangeant, extrêmement intelligent. C'était... Et Voilà. extrêmement compréhensible, parce que ça aurait pu être aussi Puis en un plus, peu... on voit une scène qui va se passer tout de suite après, mais surtout, ce qui est fou, c'est qu'on aurait pu se limiter à une scène qui se passe dans 5 minutes. Je sais pas, ça a déjà vu ce genre de scène. Là, par contre, on voit clairement des scènes qui se passent même tout à la fin du film. C'est Et vrai. il y a une scène qui est dans le dernier acte. Il y a 2 images qui sont clairement des images du film, du dernier acte. Je pense que dans cette scène-là, il faut comprendre que c'est un récit de sa vie. En fait, on est en train de regarder un récit de sa vie et lui a accès aussi à un peu n'importe quel moment. Mais c'est hyper bien vu d'avoir fait ça avec des caméras, je trouve. S'ensuit une scène, une des dernières scènes chez l'habitant, où la fille du foyer, donc Tony, force Beau à repeindre les murs de la chambre de son frère décédé. On a profané cet endroit qui était un peu sacré, Donc en là, fait. on est bien malsain, puisqu'on comprend dès le départ que la chambre du frère décédé est inaccessible. C'est le mémorial du fils, en fait. Voilà, la chambre n'a pas bougé. Et d'ailleurs, Beau est lui-même hospitalisé dans la chambre de la fille, qui, elle, le dit clairement, moi je suis encore en vie, et elle dort sur le canapé. On est toujours dans l'ambiance bien malsaine. Et d'ailleurs, encore plus, qui fait culpabiliser Beau, parce que Beau, en allant se coucher, passe devant Tony, qui est dans le canapé, en lui disant, si tu veux, on échange et tout, et du coup, clairement, on lui fait comprendre, de toute façon, t'as rien à foutre ici, c'est pas ta baraque, quoi. C'est vraiment C'est très... Donc elle finit par le forcer à vouloir repeindre les murs de la chambre de son frère. Et s'ensuit une scène culte de film d'horreur où Tony force Beau à boire la peinture. Il refuse. Et clairement, elle se suicide en faisant ça, quoi. En buvant le pot de peinture. Buvant le pot de peinture. La scène niveau son est magique. On a l'impression de boire de la peinture. C'est absolument dingue. Je suis fan. Tout ce qui est côté graphique, on est vraiment sur une scène d'horreur, quoi. On assiste vraiment au suicide de cette personne, avec Beau qui est en face, qui dit non, fais pas ça, il est tout perdu, il sait plus quoi faire, et en plus, du coup, la mère de la fille arrive juste à ce moment-là, accuse directement Beau d'avoir fait une connerie. Encore une fois, on culpabilise Beau, et c'est vraiment très très dérangeant, très graphique. Super bien filmé, comme d'habitude. C'est une scène de bouche à bouche, elle essaie de lui faire du bouche à bouche pour la réanimer. La mère engueule Beau avec de la peinture sur la bouche. On a l'impression de voir un film d'horreur, un film de zombie, encore une fois, avec un zombie qui mange un cadavre. C'est vraiment dérangeant. Harry est un maître de la photo dans ce style, c'est indéniable. Donc Beau, comme tu l'as dit, est accusé d'avoir forcé, ou je sais pas, enfin en tout cas d'avoir tué la fille du foyer. Donc la mère l'accuse et demande à Jeeves, le vétéran de l'armée qui le garde sous leur aile, de le mettre en pièces. Petite scène de course-poursuite. Beau s'enfuit dans la forêt. On passe donc à la 3e partie, dans la forêt. Alors cette partie est compliquée à traiter. Elle est vraiment psychédélique. Elle est énormément. Et encore plus expérimentale que tout ce qu'on vient de dire avant. Oui, c'est possible. On va la décrire très succinctement. Donc Beau est perdu dans la forêt. En fait, la transition entre ces deux scènes, c'est que Beau s'assomme à une branche en courant dans la forêt. Il arrive, en marchant dans la forêt en étant totalement perdu, découvre une dame qui est en train de ramasser du bois avec une lanterne. Une scène un peu bizarre, on a l'impression d'être dans un conte de fées pas recommandable. Tout est bizarre, je crois.
et découvre en fait que c'est une troupe de théâtre itinérante qui se balade dans les bois pour faire des représentations. Donc Beau est accueilli par cette troupe, et on lui demande d'assister Une à répétition. la répétition. Beau, en assistant à cette répétition, Il est Ah, happé par le happé par le spectacle, truc. il est fasciné. et part littéralement dans un délire. C'est amené un peu par l'ambiance sonore, par la voix. Et on comprend qu'il se met à la place du protagoniste et qu'il il pense au final que le spectacle qui se déroule devant lui est le récit de sa vie. C'est ça. Récit de sa vie ou récit d'une vie qu'il aurait aimé avoir, on n'arrive pas trop à savoir. Qu'il aurait aimé avoir, c'est pas bête. Et du coup, la scène de théâtre n'est plus jouée par les acteurs, elle est jouée carrément par Beau, littéralement, avec une sorte de personnage voix off qui lui raconte sa vie. Et tout ce passage-là, on n'est plus dans un film, mais on passe en stop motion avec des décors un petit peu Wes Anderson. Hein, J'y ai pensé, ouais. Ouais, ça m'étonne pas. Bah, on est sur un décor très théâtral avec des décors en carton qui ont été peints. Il y a même une scène où il y a du dessin animé en fait. Beau joue avec et dans une flaque d'eau. C'est la flaque d'eau, elle est dessinée. On voit clairement que c'est du dessin. C'est très un peu artisanal et ça fait Ouais. comprendre qu'on est sur un récit dans le récit. Clairement, on n'est pas sur une partie du film. On est quand même sur une parenthèse de quelque chose. Alors pour la petite histoire, Aster est fan de réalisateurs qui font ce style de stop motion et il leur a carrément écrit pour leur demander s'ils voulaient la faire parce que alors il reste à la réalisation mais il a demandé à ces personnes de faire cette scène et c'est vraiment eux, ils ont accepté. C'est C'est bien une belle ça. histoire C'est parce cool. qu'il est vraiment fan et il est venu Un bel hommage. ouais, petit hommage. C'est beau hein, ce passage là. C'est magnifique. C'est tellement perché, tellement psyché. C'est une belle parenthèse dans le film. J'ai bien aimé. Toujours avec des petits jeux. Je pense à l'ange, au masque qu'a l'ange. C'est tellement magnifique. Je suis tellement fan. C'est ça que je recherche dans ce type de film. D'ailleurs, le même masque à sa femme au début, mais d'une autre couleur. C'est Ouais. vraiment très. Il y a beaucoup de choses qui sont amenées Il joue par des sur détails. les ombres. On n'arrive jamais à voir les yeux des personnes. Dans le cinéma d'Ari Aster, c'est souvent ça. La lumière est faite pour qu'on voit jamais le visage ou qu'on le voit hyper triste ou qu'on voit une espèce de masque horrifique. C'est tellement fou. Et pour continuer la description, donc cette parenthèse se termine brusquement, où on voit Beau debout dans le public de cette représentation, enfin de répétition, et on comprend que là, en fait, on n'était pas dans la pièce de théâtre. Clairement, le théâtre est en train de se passer, et il raconte carrément autre chose, et lui, il est devant, complètement perdu. Et à ce moment-là, intervient Jeeves, le vétéran, qui avait juré de mettre en pièce Beau, et qui fait un carnage littéralement dans la troupe. Exactement. Et une scène d'ailleurs assez... C'est d'ailleurs avec une image très marrante d'un monsieur déguisé en coccinelle qui chope un flingue pour essayer de se défendre. Toujours avec des sons et une ambiance de malade. Et alors juste avant, il y a un petit truc, c'est qu'on apprend, Beau apprend qu'il a eu 3 fils, il les retrouve, une scène absolument improbable, on sait plus où on est. Et il y a aussi quand même un personnage qui lui apprend que son père n'est pas mort finalement et que sa mère lui a menti. Personnage par lequel il a été suivi dans d'autres passages du film qu'on a parlé déjà avant, donc il y a vraiment plein de petits tricks. Astor adore jouer avec ça, avec les personnages cachés derrière un arbre, dans une montagne, il y a toujours un truc caché quelque part, il y a toujours des personnages qui sont fixes, immobiles, en contre-champ, il y a des choses cachées à l'écran de partout. Puis en plus, il filme vraiment avec beaucoup de plans larges, donc il y a énormément de choses dans ces plans. D'ailleurs, dans la scène de l'appartement au début de la rue, le plan est très large. Même Beau, au final, est petit à l'image dans ce truc, et à boire et à manger dans ces plans. C'est voulu dans l'immersion aussi, il est petit par rapport au monde qui l'écrase, Oui. et il y a plein de métaphores, hein. C'est tout Bien en sûr. métaphore. Je pense que la partie dans cette forêt est terminée, après le massacre de Jeeves. On va passer à la 4e partie qui se passe dans la maison, donc il finit par arriver chez sa mère. Chez sa mère. Donc Beau arrive sur place, il arrive bien entendu trop tard pour les funérailles, pour continuer à le faire le culpabiliser. Il décide de faire une sieste, et en se réveillant, une femme arrive en retard aux funérailles, et il se rend compte que cette femme n'est autre que Hélène. On a eu un petit flashback durant le film, on n'en a pas parlé, où on le voit jeune et rencontrer une fille, et ils se promettent de rester vierges jusqu'à leur toujours retrouvaille, s'attendre. de s'attendre éternellement, ils sont amoureux, entre guillemets. Donc cette femme a grandi, au même titre que lui, ils se retrouvent, et s'ensuit une scène de sexe directement. Il monte à l'étage, dans la chambre de sa mère. ce qui est un petit détail qui est très important. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on apprend que le père de Beau est décédé au moment de la conception de Beau, et qu'en gros ils ont un problème, sa mère lui a expliqué qu'ils avaient un problème génétique,
qui disait que s'ils avaient un orgasme, ils décédaient. Alors on l'apprend un peu avant, d'ailleurs, et ben c'est d'ailleurs dans la scène du théâtre, c'est ce qui le fait sortir de son rêve, en fait, c'est qu'il est avec ses 3 fils, et il leur explique que c'est génétique, et que ils ne peuvent pas, au moment d'avoir un orgasme, en gros, ils font une crise cardiaque, et que c'est comme ça. Et à soi, un de ses fils lui dit, mais c'est pas possible, on est là, nous. Et c'est ce qui le fait sortir, du coup, de ce... Voilà, et qui comprend qu'il est en train de planer. Quoi. De ce rêve, on va dire. Donc cette scène de sexe, forcément, bah, il a peur. Ça, c'est bien foutu. Hein. On comprend tout. On comprend qu'il est effrayé, en fait, de ce qui se passe. Il a envie et effrayé en même temps. C'est ça. Il s'attend à mourir. Donc finalement, l'orgasme se passe et il n'est pas mort. Mais... Cependant, Hélène meurt à ce moment-là. Avec, comme je disais, le petit jumpscare, au final. Ils finissent leur affaire. Elle essayait de recommencer, et d'un coup, elle s'arrête. Donc il se tourne, et il voit cette femme qui est au-dessus de lui, avec les yeux un peu rouges. D'ailleurs, Ari Aster, toutes les morts du film, il les filme de la même façon, en fait. Ils ont tous les yeux rouges, injectés de sang. Là. Le petit plus. Et du coup, elle est déjà rigide, en plus. C'est très, gelé, ouais. très, très bizarre. Et du coup, le petit jumpscare que je parlais au début, ok, c'était celui-là. Je l'ai vu là. D'accord, tu vois, j'ai même pas relevé. Comment enchaîner après cette scène-là? Alors, ce qui est surtout important, c'est qu'à ce moment-là, donc gros cliff du film, sa mère était ici depuis le début, était dans la chambre, les regardait faire leur affaire, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, et on comprend que elle est encore vivante. Qu'elle est encore vivante. Et que tout ça n'était qu'un test pour prouver à Beau que ce n'était pas une bonne personne. Donc à ce moment-là, on est vraiment au paroxysme du what the fuck, quand même. On va pas se mentir. Rapidement, ce qui suit... Donc on a un gros laïus sur sa mère qui explique à Beau que c'était pas un bon fils, qu'elle a tout fait pour lui et que c'est vraiment un salaud. Beau comprend qu'en fait sa mère peut-être lui ment un peu depuis le début, parce qu'il a un rêve apparemment qui est assez récurrent d'un autre enfant qui se fait malmener devant ses yeux. On croit, en tout cas le spectateur croit qu'il a un petit frère. Voilà, en fait, on sait pas si c'est une hallucination, voilà, on sait pas si c'est... Et donc, sa mère lui explique clairement que s'il veut comprendre, il n'a qu'à monter dans ce sorte de grenier où cet enfant monte. Arrive avec une scène d'horreur. Là, on est bien dans un film d'horreur, où il n'y a pas de lumière. Beau arrive avec une lampe de poche qui ne marche pas, bien entendu, on est dans un film d'horreur. Il découvre qu'il a un frère, jumeau, apparemment, qui est enchaîné dans ce grenier, et découvre une scène aussi, là on est vraiment au pic, de son père, qui une est sorte de... un monstre pénis géant. Vous ne rêvez pas. Qui parle avec une voix un peu bizarre, trafiquée, c'est vraiment très perturbant. À ce moment-là, Beau arrive à s'échapper, redescend voir sa mère, essaie de s'excuser d'avoir créé cette situation, et on comprend que là, à ce moment-là, il tue sa mère. En fait, il l'étrangle. Parce qu'il comprend. Parce qu'il comprend qu'en fait, sa mère, c'est vraiment une horrible personne. Il va pas l'étrangler jusqu'à la tuer, mais elle meurt quand même. Il décide de s'échapper avec une barque. Je te propose que là déjà, en fait on a fait le tour de ce qui se passait dans la maison de sa mère. Oui. Pour cette partie, voilà. Et c'est déjà costaud. Je pense que vous l'avez compris, c'est chaud quand même ce qu'on raconte là. Regardez le film. Qu'est-ce que tu as pensé de cette partie de fin? Je trouve que le film déjà nous a habitués à des trucs malsains et des trucs improbables. Enfin, les 2 premières parties du film, l'appartement et la famille, nous apprennent vraiment le côté malsain. La partie du théâtre nous apprend vraiment la partie qu'est-ce qu'on fout là, c'est n'importe quoi. Et là vraiment, on a la convergence des deux. Donc j'ai entendu dans des critiques que beaucoup de gens ont sorti du film à ce moment-là. Enfin, sont sortis du récit. D'accord. Parce que c'était trop. Enfin, déjà le twist que sa mère n'est pas morte, qu'elle a mis sa servante à la place. On apprend même limite que sa servante elle est vraiment morte. On est vraiment dans un truc où c'est n'importe quoi. On l'apprend clairement puisqu'elle dit qu'elle a payé. Ah oui, elle a payé toute sa famille. Toute sa famille pour le sacrifice. Enfin. Là, on arrive dans un truc, c'est vraiment trop. La scène dans le grenier avec le monstre pénis géant qui est son père. Ça, malheureusement, c'est un truc que je m'étais fait un peu spoiler en fait. En gros, je savais juste qu'il y avait une chose bizarre avec un sexe qui allait arriver dans le film. Donc tout le long du film, je l'attendais, et quand j'ai entendu la voix qu'on entend hors champ qui fait oh, c'est toi. Ouais, tu savais qu'on allait avoir droit à ça. Je me suis dit oh putain, c'est là. J'ai vu la scène, je me suis dit mon dieu, pourquoi? Alors la scène, vraiment, cette séquence du film est assez bien rythmée. Je pense que le rythme aurait pas été aussi soutenu, je serais peut-être sorti du film. Il y a beaucoup de choses, et en fait on est scotché, et heureusement qu'on continue à nous tartiner de trucs, parce que sinon je pense que là c'est le décrochage assuré. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Alors le film fait 3 heures, faut quand même le dire. Donc on arrive là, on est déjà quand même bien rincé,
Alors moi j'ai vu les films de Ari Aster, donc je sais qu'il y a toujours une espèce de conclusion surenchère. Elle est à partir de ce moment-là. Donc je savais à quoi m'attendre. Après, dans Boys of Fate, on l'a déjà dit, mais je trouve que tout est à peu près justifiable dans le sens où on sait qu'on vit ses peurs, sa culpabilité. Il y va à fond. Et limite, il peut ne jamais s'arrêter dans la surenchère. Et c'est ce qu'il a fait. Hein. Oui, non, mais là, il est à la fond. Ça se voit. Le monstre sexo géant, c'est le père. Là, ouais, c'est... Wow. Ah ouais, tout sauf ça, mais ouais, d'accord. Et on se demande surtout comment ça va finir quand on en est là. Le film, c'est pas la fin du film, en fait. C'est pas la fin du film. Moi, je suis toujours assez fan parce que voilà, c'est graphique, ça se passe dans un grenier, il restera dans les greniers, il y en a dans tous ces films. Bon, ouais, non, moi, je suis toujours client, hein, même à ce moment-là. On trouvera jamais ça dans d'autres types de films. On vient pour ça. Enfin, je viens pour ça. Oui, mais non, mais c'est sûr. Faut être client de ce genre de choses. Alors moi, comme je disais au début, je suis pas forcément client, mais comme j'ai adhéré. Hein. Alors le monstre, bon ouais, on va arrêter de parler de ce truc. On a déjà parlé. là j'étais clairement dans le mode, voilà, ça va très 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 loin, mais j'ai quand même aimé. Hein, le film se tient quand même, clairement. On va parler après de la conclusion, mais le film est, malgré tout ça, ça aurait pu être décousu, ça aurait pu vraiment être trop. Et je trouve qu'on arrive quand même, on va à fond, mais c'est jamais aléatoire. Voilà. Bah, en tout cas, c'est cool parce que si t'as adhéré à celui-là, j'ai envie de te dire, ah non, clairement, c'est le plus dur à regarder des trois. Alors, comme je te dis, les autres sont plus horreur, c'est peut-être ça qui va te freiner, mais ils sont beaucoup moins starbes que celui-ci. Hein. Ils sont beaucoup moins perchés. Donc tant mieux si t'as adhéré à celui-là et que ça t'a fait découvrir un style que t'as pas l'habitude, c'est le but de cette émission, quoi. Enfin, clairement, et de faire découvrir aussi à nos auditeurs ce type de cinéma. Je te propose qu'on passe à la, entre guillemets, fin, à la 5e partie. Donc, il s'enfuit de chez sa mère, il prend une barque à moteur dans la mer. Oui, on comprend que c'est au début, on croit que c'est un lac, mais en fait, ça a l'air d'être de la mer, en fait. Il passe sous une grotte et il se retrouve dans une espèce d'arène remplie de monde. À ce moment-là, on ne peut pas s'empêcher de penser à The Truman Show. J'allais dire, moi j'y ai pensé avant. Le coup de la barque dans la nuit et que en fait il passe sous cette grotte et la barque s'arrête d'un coup. Je dis ah je me suis dit ça aurait été malin. Et j'avais pensé aussi pendant le film au moment où il trouve les caméras. J'ai dit ouais il va y avoir un truc dans ce style, mais c'est dur de faire un scénario à la Truman Show aujourd'hui. C'est compliqué ouais. Mais je pense que ça illustre bien aussi le côté psychotique et du personnage. The Truman Show clairement c'est un film que on montrerait quelqu'un de psychotique, il va croire que c'est la vérité. On va chercher les caméras de partout. D'ailleurs en étant gamin quand je l'ai vu, j'ai peut-être cherché les caméras après. Donc il arrive dans cette arène, plein de gens le regardent, sont là pour le juger. On comprend qu'il y a un juge, il y a sa mère, il y a clairement un avocat avec sa mère. Qui est de retour, du coup. Qui est là, oui. Avec un côté même, clairement, avec le parti de la défense et le parti de l'accusation, qui est marqué en gros. Et des écrans, chose hyper importante qu'on remarque et qu'on nous... Il est assez fort, Ari Aster, pour nous faire comprendre les choses à la place du personnage. Les écrans sont vus par le public, mais pas par lui. Et toute la culpabilité avec en lettres majuscules est ici. C'est qu'il est jugé pour quelque chose, il ne sait même pas pourquoi tout le monde le déteste. Et il ne voit même pas pour les choses pour lesquelles il est accusé. Cette scène est ouf. D'ailleurs, avec son avocat de la défense qui est jeté par-dessus bord par une autre personne. Oui, il se fait tuer, carrément. Il se fait tuer et il n'a même pas le droit de se défendre, en fait. C'est vraiment ça, il perd totalement de contrôle dans cette scène. Donc s'ensuit plein d'accusations, il est paralysé dans la barque, ses jambes ne peuvent plus bouger, le moteur finit par prendre feu, explose, et Beau se retrouve noyé sous les yeux du public, et le public finit par partir. Et le film finit là-dessus. Le générique commence avec le public, et pendant le générique, le public de cette arène amphithéâtre quitte la scène. J'ai vécu cette scène, en fait, je pense... Alors je sais pas, je suis pas dans la tête d'Ari Aster, mais j'aime bien me poser des questions. On a l'impression d'être à sa place, parce que la salle de cinéma, on a l'impression d'être le public qui l'a vu à la fin et qui l'a fait culpabiliser. En fait, on est obligé de se sentir coupable. Tout le long du film, ça marche, mais là, à la fin, encore plus. Je sais pas comment tu l'as vécu, mais moi, j'ai vraiment vu la salle de ciné qui s'en allait un par un. Je suis sûr qu'au ciné, les gens se sont regardés en se disant c'est nous, quoi. Alors, faut avoir un petit peu d'imagination, forcément, faut être un petit peu ouvert, mais... Mais j'ai trouvé cette fin, alors ce générique qui défile avec les gens qui se barrent derrière, j'ai trouvé ça d'une force. D'habitude, le générique, c'est quand même un truc, bon, il y a 2-3 scènes qu'on regarde, des fois quand ça défile, où il y a une scène à la fin, donc on va rester. Globalement, c'est des trucs qu'on coupe, quoi. C'est pas un truc qu'on va rester. Vrai. Et là, c'était un générique où j'ai pas pu décrocher. T'as pas envie de prendre la télécommande pour arrêter? Non, parce qu'en fait, t'as pas... Mais oui, comme tu dis, c'est cette culpabilité, en fait. T'as pas envie d'être ce public qui se barre,
qui se dit bon bah voilà, c'est fait quoi. Tu te sens coupable de de se barrer. Et c'est vrai qu'au cinéma, je pense que les gens ont dû rester jusqu'à la fin Ah mais en c'est disant sûr. il va se passer quelque chose où j'ai pas envie de partir quoi. Ce générique vraiment est mémorable pour ça. Pour la petite histoire, en rapport à cette scène, il en a reparlé Ari Aster parce que le film n'a pas été rentable du tout. Il a coûté 35 millions, il n'en a rapporté que 10. Donc pour vous dire, c'est quand même Un flop. c'est quand même un flop, on peut le dire. Et il a dit que cette scène était très représentative du succès de son film. Les gens se sont barrés, quoi. C'était- C'est une anecdote qui est assez ouf, mais c'est bien de l'assumer en tout cas, enfin d'en parler. Oui, bah oui, oui. Et on y est arrivé à la fin, quand même. Ça y est, le film est fini, on arrête de parler de On a pénis perdu. géants et de trucs. On a Voilà. perdu tout le monde. On a oublié par contre de parler de la musique. Jérém, je te laisse. Ouais, ça marche. Alors, un petit peu plus anecdotique que d'habitude, je vais être plus succinct. Musique de Bobby Kirk, qui s'appelle aussi The Axan Cloak, qui est un musicien anglais. Alors, il avait déjà fait Midsommar, il a eu un prix pour sa musique dans Midsommar. Il a fait la série Snowpiercer aussi. Il fait pas mal de choses. Son style est très particulier et colle bien à Ari Aster, pas de problème. La musique est cool. On n'a pas de gros thèmes, on n'est pas dans un blockbuster, on va pas avoir de thèmes dont on se rappelle. Par contre, ce qui est très important dans les films d'Ari Aster, et la parenthèse, je pense qu'il faut la faire, c'est sur la qualité du son et la qualité du mixage. C'est une démonstration, c'est une leçon de montage sonore. Ce qui doit être pas fort n'est pas fort, ce qui est fort, mais sans que ce soit désagréable. Hashtag Nolan, je fais une petite parenthèse. Je vois de quoi tu parles. Et non, là, c'est dosé d'une manière, chaque scène, la scène où le médecin lui prescrit le médicament au tout début, il y a une passation de papier, avec le bruit du papier qui est exagéré, qui est limite plus fort que les personnes qui parlent. Tout est dingue, tout est travaillé au millimètre pour que le spectateur soit toujours de plus en plus mal à l'aise. Toutes les scènes sont un exemple. Voilà. C'est tout, c'est tout ce que j'ai à dire sur le son et le travail du mixage chez Ari Aster, c'est incroyable. On peut parler rapidement de l'accueil du film. Bon, voilà, c'est un peu la douche froide. Ouais, ça a été timide, on va dire ça comme ça, des gentils. Les deux d'avant ont tellement eu bonne presse, alors surtout Midsommar, hein, qui était vraiment tout le monde. Bah, je pense c'était un qu'il est énorme vraiment succès, Très ouais. bien noté, gros succès. Les gens en attendaient beaucoup, alors surtout avec Joaquin Phoenix, forcément, il a une aura, cet acteur, les gens ils vont pour lui. Ça a été plus compliqué. Et à la base, il souhaitait que le film fasse 4 heures, hein. Donc ça aurait été encore pire. Bah, du coup, sur les 4 heures, il a dit que c'était. Il a même dit que c'était une blague en fait, par rapport à la longueur du film. Il avait accordé en interview que c'était juste une blague qui était nulle. Ok, Il a dit d'accord. mon Je prochain savais film se pas. fera 4 heures et puis voilà. Et en gros, il a dit c'est une blague malheureuse. J'avais pas eu la fin de l'histoire, c'est intéressant, c'est cool. Le film a divisé dès sa sortie, et même côté critique, tout le monde a dit c'est un film sans queue ni tête, ça va dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Et apparemment, ça a quand même beaucoup refroidi, cet accueil critique a déjà beaucoup refroidi ses spectateurs. Après le côté que ça soit moins dans un film d'horreur et plus dans un film, on va dire quand même un film expérimental, parce qu'on peut le Oui, dire, ouais, je pense. non, si, quand même. Et je pense que il a pas su trouver son public. Clairement, ça c'est un film que j'aurais pas eu cette étiquette film d'horreur, j'aurais pu aller le voir, ou je l'aurais vu de moi-même. Mais le problème, c'est qu'il avait l'étiquette Ari Aster, Ouais. Midsommar et Hereditary, où je me suis dit, bah non, c'est un film d'horreur, c'est pas pour moi. Je pense que les gens qui adorent le film d'horreur, ils se sont dit, bah non, c'est pas un film d'horreur, c'est pas pour moi. Oui, peut-être qu'il Et a le pas film a eu trouvé... le cul un peu entre deux chaises, et C'est du vrai. coup, il a pas trouvé son public. Bah après, lui-même a dit que, au sujet de cet échec, il a dit qu'il savait qu'il allait faire un film qui divisait, il en était conscient, et de toute façon, il l'a fait presque même pour ça. Il regrette en fait une époque, on va dire, où quand un film divisait, les gens allaient le voir. Là, il a divisé, les gens en ont parlé, et les gens se sont dit, bon, non, bah non, en fait. Ouais, finalement, j'irai pas. Finalement, j'irai pas, c'est... voilà. Je peux comprendre, hein. Puis quand on n'est pas habitué à ce type de film, on l'a dit plusieurs fois pendant l'émission, là, mais forcément, enfin, soit on est client, soit on n'est pas client, et moi je m'attendais à un truc comme ça. Moi, de mon côté, je suis toujours client. J'ai tellement été fan de ces deux premiers films, et alors celui-là un petit peu moins, c'est celui que j'ai le moins aimé, parce que, bah, bon, c'est vrai qu'il est décousu, c'est quand même long. Oui, non, bon, oui. On sait qu'on est en train de- le film est long, et en plus, moi, c'est clairement la scène où il y a le... Enfin, la séquence où il y a le théâtre, qui est vraiment un rythme beaucoup plus posé, Ouais, là, elle est... avec une voix qui est assez monotone, on va dire quand même ce qui est. Elle était un peu dure. J'avais Mais arrêté c'est le vrai soir que en c'est- semaine, c'était c'est un peu petit raide. entracte. Ces deux premiers films ont plus de rythme. Et puis aussi, je pense qu'il y a aussi ce qui a pas servi, c'est que c'est un film où il se passe n'importe quoi. Oui, certes. Bon, il y en a d'autres. Le problème aussi, c'est un film où rien n'est expliqué. Alors de Là- ce côté-là, je suis moyennement d'accord. Ah ouais. Alors en tout cas, alors
Je vais mettre des guillemets, en tout cas par rapport à ces autres films. Les 2 premiers, une fois que je les ai finis, j'ai dû aller sur internet pour aller checker des trucs que j'avais pas pigé. J'ai dit mais attends, mais pourquoi ça? Et bah pour Boys of Fate, je l'ai pas fait. Je trouve qu'on est tellement conscient d'être dans sa tête, d'avoir des bouts de sa vie, des souvenirs, qu'on prend les choses comme elles sont, même si elles sont complètement what the fuck des fois. Et je trouve qu'on fait avec. J'ai pas ressenti le besoin d'aller me faire expliquer des choses à la suite du visionnage, contrairement à ces autres films. D'accord. Mais je comprends ce que tu veux dire, c'est pas gênant la compréhension du film, mais je trouve que vraiment, qu'est-ce qui s'est pas vraiment passé, mais... Oui, trouver dans la vérité dans ce qu'on voit. En fait, Voilà. c'est peut-être ça que t'avais besoin. Voilà, par exemple, la scène de fin, clairement, ce jugement avec la mort de Beau, il peut y avoir plein de théories, en fait. Ça peut être plein de choses. Je pense que le film, en fait, c'est la mort de quelque chose, chez Beau. On comprend un peu par la mort de sa mère, on comprend par sa mort à lui à la fin. Il y a pas vraiment de... Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de consensus sur ce qui se passe. On va tous voir le même film, mais on peut l'imaginer vraiment de plein de choses différentes. C'est le charme de ce type de cinéma, justement. Moi, Oui. c'est ça que j'aime là-dedans. C'est chacun s'en fait son idée, on nous propose un truc où... Ah bah c'est sûr que ça change des trucs conventionnels où Voilà. où il y a rien à, où on nous sert tout sur un plateau, tout C'est est ça. expliqué, lui c'était le père de machin. Ça se résume pas à un twist. Je pense à des films qui ont eu ce genre d'accueil ou de critique. C'est pas juste un twist à la fin qui disent bon bah on saura pas la fin. Oui, non, peut-être. On fait avec ce qu'on a. Moi j'adore Mais ce c'est style. très bien, c'est très bien. J'adore ça change tellement. Je trouve que ça fait vraiment un équilibre avec tous les films d'aujourd'hui où on nous présente tout, tout est trop facile, quoi. Bon, je te propose qu'on essaye de conclure sur ce truc de dingue. J'espère qu'on n'a pas perdu tout le monde. Bon, alors, cette découverte d'Ari Aster et dans ce monde complètement fou. Clément, dis-moi. Alors, vraiment, sur la première partie du film, j'avais peur que ça tombe dans le film d'horreur classique. Ça l'est pas du tout. Ouais, en vrai, j'ai adoré, hein, quand même. C'est cool. C'est Je suis une... content. Mais merde, encore une fois, on sera d'accord. Ah, vrai. fait chier. C'est vraiment... c'est un bordel sans nom, ce film. Mais ça se tient, c'est ça qui est fort. C'est assez magique. Il y a plein de trucs qui correspondent à rien. On arrive à en faire un film. Il n'y a pas de consensus sur la fin. C'est vraiment bien, je trouve. J'aime bien les films un peu aussi barrés où ça part dans tous les sens. Et au final, c'est vraiment là-dedans, j'en ai eu pour mon argent. Ah, mais c'est cool, je suis pas content. Puis avec cette fin, franchement, c'est la fin qui m'a marqué, moi. La fin avec cette barque et cet amphithéâtre qui se vide jusqu'à la fin, quoi. Jusqu'au dernier nom du générique. Putain, on en prend plein la gueule. Même le générique sert au propos, j'ai trouvé ça vraiment très intelligemment fait. Je suis très content de t'entendre dire ça, c'est vraiment... Alors en plus, là je t'ai pas proposé le plus simple des 3. Comme tu l'as dit, c'est le bordel, mais organisé. Et c'est tout le talent d'Ari Aster. Et il est son 3e film, mais j'ai tellement hâte de voir la suite de ce que vous nous proposez, ce gars. Alors effectivement, sur Boys of Fate, c'est un peu un échec parce que le film a été... Puis bon, je pense qu'il avait poussé les curseurs, il le savait. Hein. Là, il est allé dans un endroit qu'il était jamais allé. Oui, non, mais oui, bien sûr. Après, je pense que c'est un échec... bon, l'échec commercial, il est là. Mais je pense que ça, c'est des films, clairement, qui vont avoir une deuxième vie. Peut-être. La vague avec Laura, toute l'attente est passée. Et peut-être que c'est des films qui reviendront, hein, parce que c'est quand même bien fait. Bah, comme quoi, pour ce type de film, on dit souvent que c'est des films tellement spécifiques qu'ils ont un public déjà ciblé, dont je fais partie, clairement. C'est cela aussi l'importance dans le cinéma, d'aller chercher des films qu'on n'a pas l'habitude de voir, comme tu viens de le faire, et des fois, bah, on se rend compte qu'il n'y a pas que ce qu'on nous propose, que du mainstream ultra classique, quoi. Puis bon, qui plus est, là, c'est très très bien fait. Ari Aster maîtrise tellement tout, Apparemment, il va proposer un western, toujours horrifique, hein, faut toujours la petite étiquette, avec Joaquin Phoenix, encore une fois. J'ai ouï dire. Donc on va voir ce que ça donne. Ouais, ça peut être si bien, ça peut être bien. Et il faut suivre ce réalisateur absolument. Faire des trucs comme ça, c'est complètement dingue. Donc voilà, de mon côté, toujours si fan de ce style, et je suis content de t'avoir fait découvrir, et peut-être que ça fera découvrir à certains de nos auditeurs aussi. On va clôturer, je pense. On a fait le tour, on a réussi. Oh. Je sais pas si on a réussi, mais en tout cas, on a fait le tour. J'espère que vous ferez pas des cauchemars ce soir. Sinon, regardez le film. Eh bien, c'était Boys Afraid de Ari Aster. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, à liker, commenter, à mettre des étoiles, tout ce que vous voulez. À très bientôt. À plus.